Aujourd'hui, je suis en compagnie de Ludovic Huro qui a monté différents projets, notamment un projet qui s'appelle Shaper, c'est bien ça, je le prononce bien? Ouais, c'est ça, Shaper. Ouais. Shaper qui permet de rencontrer des personnes dans le domaine professionnel, on va t'en parler, et qui a créé également un site de rencontre que tu dois connaître au moins de nom, tu as dû le voir à la télé je pense, qui s'appelle Attractive World. Comment vas-tu Ludovic? Écoute, ça va très bien. Merci pour ton accueil. Bah écoute, merci à toi pour d'avoir accepté cette interview, ça me fait vraiment plaisir de t'interviewer. Donc tu es à Paris en ce moment avec ton équipe? Exactement. Ok, donc donc tu me disais tu as des bureaux à Paris et des bureaux à New York, c'est ça? Exactement. Il y a 25 personnes à Paris, c'est essentiellement l'équipe tech et produits. Ok. Et on a notre équipe marketing à New York. Ok, super. Donc est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne te connaissent pas, comment tu pourrais te présenter en quelques lignes, voilà, si tu pourrais te décrire un peu. Bah écoute, moi je suis un passionné par l'entrepreneuriat. Ok. Il y a ma mère qui me disait quand j'avais 5 ans, je calculais déjà le chiffre d'affaires de la boulangerie pour voir comment elle pouvait faire un peu plus de bénéfices, tu vois. Ok. Donc je n'étais pas du tout destiné à être entrepreneur. J'ai une maman qui était fonctionnaire et un père qui était syndicaliste. Mais sauf que ça m'a toujours énormément plu. Et en sortant de mes études, j'avais des idées dans tous les sens. Et il se trouve que j'avais eu la chance de trouver un premier job dans un fonds d'investissement. Et après avoir fait plein de réflexions sur plein d'idées que j'ai jamais eu le courage vraiment de développer parce que je me disais bon d'un côté finalement je suis bien, il y avait ma mère qui était fière de moi, etc. Et à un moment je parle à mes potes de l'idée d'Attractive World. Ouais. Et là ils me disent écoute Ludovic, arrête de nous emmerder avec tes idées, soit tu le fais soit tu le fais pas, et c'est comme ça que je suis tombé dans l'entrepreneuriat. Ok, donc Attractive World ça a démarré en quelle année ça? Attractive World, ça a démarré en 2007. 2007, ok. J'avais 24 ans. 24 ans. Donc c'était. Ça faisait un peu moins de 3 ans que je travaillais dans un fonds d'investissement. Ok. Et à un moment, je vois qu'il y a un site qui s'appelle Mythic, que tu dois connaître, qui avait fait son intro en bourse. Et en 2006-2007, il n'y avait quasiment aucune start-up qui gagnait de l'argent, qui faisait du chiffre d'affaires, etc. Et là, je vois Mythic qui s'était créé en 2002 ou 2003, qui faisait déjà plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je me dis, mais c'est pas possible. Les célibataires ont des attentes hyper différentes. Tu as des gens qui cherchent des rencontres d'un soir, tu as des gens qui cherchent des rencontres sérieuses avec des styles de vie complètement différents. Le marché va probablement se segmenter et il y a une place à prendre sur un marché un peu plus premium, un peu plus haut de gamme. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer Attractive World, le site pour les célibataires exigeants. Ok, est-ce que ça a été bien accueilli par les gens dès le début ou alors est-ce que il y a eu un peu de critique parce que pour remettre un peu les choses dans son contexte, Attractive World, donc c'est une plateforme où les membres sont filtrés à l'entrée et on n'accepte pas tout le monde à l'intérieur du site. C'est un peu le concept. Ouais. Okay. Alors après, en fait, la philosophie, parce qu'il faut toujours se remettre dans le contexte de l'époque, en 2006-2007, d'aller sur un site de rencontre, c'était encore hyper tabou. Ouais. C'est-à-dire que la plupart des jeunes se disaient qu'ils n'avaient pas besoin des sites de rencontre parce que tu pouvais rencontrer un mec ou une fille dans un bar, en boîte ou à l'école. Et donc, on avait besoin de rassurer, et notamment les femmes, on avait besoin de les rassurer pour les attirer sur un site de rencontre. Et on avait aussi besoin de valoriser les hommes pour pas qu'ils se disent que c'était entre guillemets des tocards, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu cette idée d'Attractive World, de se dire, en fait, on va reprendre ce concept de club où c'est les membres eux-mêmes qui vont coopter les nouveaux membres. Et l'intérêt que ça va avoir, c'est que ça va rassurer les femmes et donc ça va attirer de plus en plus de femmes et que ça va valoriser les hommes et donc ils vont se sentir beaucoup plus fiers d'être sur un site de rencontre, ce qui n'était pas le cas à l'époque. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de démarrer Attractive World. Mais encore une fois, moi j'y connaissais que dalle, tu vois. Ouais. Je travaillais dans la finance, j'avais 24 ans, je savais pas du tout ce que c'était de développer une plateforme technique, j'avais pas d'associé ni à la tech ni sur le marketing, j'avais juste mes 2 meilleurs potes qui m'avaient fait un lavage de cerveau pour que je quitte mon job et que je puisse finalement devenir entrepreneur et réaliser mon rêve. Ouais, c'est ça. Ce qui est déjà assez incroyable dans ton parcours, en fait, ce que je trouve incroyable, c'est que généralement le premier projet qu'on lance au niveau entrepreneurial, ça se passe pas forcément bien et c'est pas un gros carton. Il faut généralement 2, 3, 4, 5 projets avant que quelque chose fonctionne bien. Et ici, dans ton cas, le premier, voilà, ça a été vraiment une super idée. T'as vu vraiment juste avec Attractive World et ça s'est super bien au final développé. Alors je suppose que les débuts ont été un petit peu compliqués,
forcément. C'est toujours pareil, c'est vrai on a l'impression avec le recul que les choses se sont hyper bien passées, que tout était facile et que Attractive World a explosé rapidement. Mais en fait, dans la vraie vie, les deux premières années, c'était une galère de fou. C'est-à-dire que vu que j'avais pas d'associé technique, au début j'ai fait faire développer le site par des étudiants, sauf que le site il tenait pas la charge et que le premier jour où on a ouvert, le site est tombé et on a dû fermer. Après derrière, les étudiants ils ont dû reprendre leurs études. Donc j'ai rencontré un développeur qui était d'origine tunisienne et qui m'a dit écoute Ludovic, il faut tout refaire, t'inquiète pas, je pars à Tunis, je vais monter une équipe et je te refais tout de A à Z. Et là on était en 2008, et sauf que le site devait être livré en septembre 2008 et finalement il m'a été livré en mars 2009. Ah oui, d'accord. 2009, je me rappelle plus. Donc 6 mois de retard. 6 mois de retard. Entre temps, il y a la crise financière de 2008 avec les subprimes, avec les Lehman Brothers qui déposent le bilan. Et on était encore qu'au modèle gratuit parce que le site tenait tellement pas, était tellement pas stable qu'on pouvait pas passer au modèle payant, donc on faisait pas de chiffre d'affaires. Et donc en fait, on a failli fermer à ce moment-là. Et d'ailleurs, quand on est passé du site des étudiants au site réalisé par l'équipe tunisienne, pendant 3 semaines, on a dû fermer. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a dit aux gens, revenez le lendemain, sauf qu'ils revenaient le lendemain pendant 3 semaines et qu'en fait, il n'y avait pas de site. Ah, d'accord. Pour les gens qui étaient en train de chatter pour organiser des dates, etc., ils se sont reconnectés le lendemain et tout d'un coup, ils ne pouvaient plus avoir accès à leurs messages ni à leur profil. Et puis pour toi, ça doit être très très frustrant. C'est une catastrophe, tu vois. Ah, d'accord. Moralement, j'étais au fond du gouffre. Ok, ouais, tu m'étonnes. Et comment t'as fait pour démarrer? C'est tes propres fonds que t'as financé le projet Ouais. Au début, en fait, vu que moi je travaillais donc dans un fonds d'investissement où t'es plutôt bien rémunéré, et à l'époque, je vivais encore chez ma mère, donc j'avais mis un peu d'argent de côté. Moi, ça m'avait permis de mettre quelques dizaines de milliers d'euros dans le lancement d'Attractive World. Et mes 2 meilleurs amis qui avaient réussi à me convaincre de quitter le monde de la finance pour lancer Attractive World avaient mis 25 000 euros chacun. Voilà, donc on avait démarré quand même avec une petite somme qui pour nous était monstrueuse, mais qui à l'échelle en fait de l'argent dont tu as besoin pour lancer une start-up de l'envergure d'Attractive World était vraiment ridicule. Et après la chance qu'on a eue, c'est que malgré les galères qu'on a pu avoir, que j'ai décrites sur le développement de la plateforme, en fait on a eu des investisseurs que j'ai trouvés grâce à mon expérience dans la finance, qui ont investi, et on a quand même réussi à lever 1,5 million d'euros, alors que le site faisait pas encore de chiffre d'affaires pendant les 2 premières années, et qu'il y avait la crise financière de 2008. Voilà, et avec ces 1,5 million d'euros, j'ai rencontré 2 personnes qui ont vraiment changé la vie du projet. La première personne que j'ai rencontrée, c'est Vincent Bobin, qui est devenu notre directeur marketing, et qui était la personne qui s'était occupée du lancement du Bon Coin. D'accord. Et la deuxième personne, c'est Cyril Ferret, qui était le directeur technique du portail Alice ADSL, et qui nous a rejoint début 2009, que j'ai associé à l'entreprise. Pour moi, c'est comme un cofondateur, parce que même s'il est arrivé un peu après, sans lui, Attractive World serait mort. Et c'est lui qui a reconstruit toute la plateforme pour qu'on puisse passer au modèle payant quelques mois plus tard, en fin d'année 2009. Ok, là tu abordes un point extrêmement, je pense, important, c'est la puissance un peu des relations qu'on va avoir. C'est très important de s'entourer des bonnes personnes, et ça quand tu as démarré ton projet, ça a été ça aussi, je pense. Exactement, de toute façon, en fait si Attractive World est devenu un succès, finalement c'est uniquement grâce aux gens que j'ai pu rencontrer sur mon parcours et qui m'ont aidé. Donc je t'ai cité effectivement Vincent et Cyril, qui ont permis derrière à Attractive World d'accélérer, puisque quand on est passé au modèle payant, après les résultats ont été vraiment très bons. On s'est rendu compte que les gens étaient prêts à payer beaucoup plus cher sur Attractive World que sur Mythic. On a commencé à faire des campagnes à la télé. On a développé un certain nombre de fonctionnalités sur la plateforme qui s'était stabilisée. Et Attractive World est devenu un des 3 plus gros sites de rencontres en France. Mais aussi, c'est aussi lié à des rencontres que j'ai pu faire avec des investisseurs, des gens que j'ai pu rencontrer et qui nous ont fait confiance, qui m'ont fait confiance, qui ont cru dans notre vision et qui ont investi leur argent alors qu'on avait, à l'époque, en tout cas que j'avais peu d'expérience. Et on a pu lever ce premier 1,5 million d'euros entre 2007 et 2009 qui nous a vraiment, vraiment énormément aidé à nous relever de toutes les difficultés sur le développement technique. Et derrière, on a relevé 3 500 000 euros supplémentaires
avec d'autres investisseurs privés, puisqu'au total, on a levé 5 millions d'euros sur Attractiveworld avec 80 actionnaires. 5 millions d'euros au total, ok. Avec 80 actionnaires, ça c'est sur Attractiveworld. Okay. Tu verras que sur Shaper, on a levé plus, puisqu'on a levé 16,5 millions de dollars. D'accord. Avec aussi un grand nombre d'investisseurs privés et de family office. Alors, du coup, tu as commencé à recruter en interne quand tu as fait ta première levée de fonds pour Attractiveworld, ou tu as commencé même avant à recruter, tu avais déjà des gens avec toi Ouais, alors avant on avait des gens qui nous aidaient. Okay. On avait recruté une community manager, mais on ne pouvait pas recruter beaucoup plus que ça parce qu'on n'avait pas forcément les fonds pour le faire, donc on passait plutôt par des prestataires. Dès qu'on a levé de l'argent, oui, là on a pu commencer à recruter sur Attractiveworld, et ça change tout parce que même si parfois les prestataires peuvent vraiment rendre service, si tu veux créer une vraie culture d'entreprise et faire en sorte que les gens s'arrachent pour que l'entreprise fonctionne, tu as besoin de les recruter et de travailler au quotidien avec eux. Alors, je reviens sur ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Je crois que c'est assez intéressant. J'ai pas mal, moi, de personnes qui me posent, je sais pas ce que t'en penses, qui me posent des questions comme comment justement rencontrer les bonnes personnes, etc. Et je pense que c'est aussi en passant à l'action que les gens viennent à nous, dans le sens où tu t'es pas d'ailleurs au début posé la question, ok, je vais attendre d'avoir les bonnes personnes pour démarrer. Tu as démarré ton projet, ça a été compliqué, mais tu as réussi quand même à faire quelque chose, à avoir un site en place, même si, voilà, comme tu me dis, c'était un peu compliqué, et du coup, à attirer potentiellement des gens qui, du coup, s'intéressent à toi de par ce qu'ils voyaient de ce que tu avais pu déjà mettre en place. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est intéressant, voilà, de le faire, de faire quelque chose, on va dire, et ensuite de voir, et ensuite peut-être de démarcher les gens quand on a déjà des choses en place. Je suis d'accord. Je pense qu'à un moment, il faut se jeter. Et que c'est lorsque on est dans une situation qu'on provoque les opportunités. Après, je pense aussi que c'est beaucoup une histoire d'attitude. Ouais. Le fait d'être hyper ouvert sur les autres, curieux, le fait d'avoir une vraie bienveillance vis-à-vis des gens qu'on peut rencontrer, et de pas forcément les rencontrer à chaque fois avec une idée précise en tête, mais de se dire je vais passer un bon moment, on va échanger, je vais peut-être trouver de l'inspiration, je vais peut-être trouver des idées, je vais peut-être me faire un pote, ou je vais peut-être avoir des opportunités business. Souvent en fait, c'est comme ça qu'on crée des relations beaucoup plus fortes avec les gens, et que la réussite vient de manière naturelle. Aujourd'hui et pendant tout mon parcours entrepreneurial, j'ai eu un nombre d'opportunités qui sont apparues dans ma vie à travers les gens que j'ai pu rencontrer de manière incroyable. Ouais. Je te disais qu'au total, entre Attractiveworld et Shaper, on a levé plus de 20 millions. Ça s'est fait quasiment que par des mises en relation et des rencontres. La plupart des gens qu'on a recrutés sur Shaper ou sur Attractiveworld, ça a été aussi grâce à des mises en relation ou des rencontres qui ont fait que on a pu recruter les bonnes personnes qui ont eux-mêmes eu un impact sur nos projets. Donc moi, j'ai toujours adoré rencontrer du monde. Je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est la meilleure façon de s'enrichir, c'est aussi la meilleure façon de provoquer des opportunités dans sa vie et de sortir de sa zone de confort. Et c'est ce qu'on veut encourager avec Shaper, c'est de se dire, finalement, si vous prenez peut-être une petite heure chaque semaine pour rencontrer quelqu'un de nouveau, mais il va se passer plein de choses magiques dans votre vie. Ouais, tout à fait. Donc non seulement vous allez être plus épanoui, mais en plus de ça, vous allez mieux réussir dans votre carrière et dans votre vie professionnelle, parce que un des éléments les plus importants pour réussir, c'est la qualité des relations qu'on a construites et le nombre de gens qui nous entourent. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs également un des indicateurs, il y avait une grande étude qui avait été faite à Harvard, l'un des indicateurs du bonheur. En fait, les gens, ils ont mesuré que les gens qui étaient plus heureux, c'est les gens qui avaient un bon cercle de relations. Et donc ça marche dans le domaine pro, dans le domaine perso. Que j'ai lu aussi. Ouais. Et effectivement, ils ont suivi pendant 75 ans un grand nombre de personnes. Exact, ouais. Ils se sont rendus compte que beaucoup plus que l'argent, la célébrité, etc., le premier critère de bonheur, c'était la qualité des relations et le nombre de gens que tu avais rencontrés dans ta vie. Ouais. Et je reviens à la première levée de fonds que tu as fait pour expliquer un peu aux gens, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, etc., les levées de fonds. Quand quelqu'un investit dans ta boîte, il prend donc un pourcentage de l'entreprise. Exactement. Et ce pourcentage, comment un peu c'est déterminé? En fait c'est assez simple. C'est une levée de fonds, c'est comme le partage d'un gâteau, en fait. Voilà. Okay. Les gens
que tu vas avoir sont des investisseurs. Ça peut être des investisseurs professionnels ou ça peut être des investisseurs privés. Tu vas les voir et tu leur dis voilà, moi mon projet c'est Shaper, voilà la vision que j'ai, voilà ce qu'on pense pouvoir accomplir, voilà le chiffre d'affaires que ça va générer dans les 5 prochaines années, voilà la valorisation de l'entreprise qu'on pense obtenir. Et pour obtenir cette valorisation, on a besoin d'un certain montant d'argent. Et donc, tu vas les voir en leur disant, bah voilà, cet argent-là, mettons 1 million d'euros pour faire simple, j'en ai besoin. Et pour ce million d'euros, je vais pouvoir te donner 10% de mon entreprise, ou 20% de mon entreprise, okay. 30%, ou 5%. Et ce pourcentage que tu donnes en échange du million d'euros, eh ben, c'est de la négociation que tu peux avoir. Voilà. D'accord. C'est bien entendu pas que de la négociation, c'est aussi lié au potentiel de valorisation dans le futur et à ce que tu as déjà réussi à accomplir jusqu'à présent sur les investisseurs, sur le fait que tu es capable de continuer à faire grossir l'entreprise. Ok, et du coup, avec cette première levée de fonds, qu'est-ce que vous avez fait? Sur Attractive, avec les premières levées de fonds, déjà moi ça m'a permis de recruter, cette équipe technique. De commencer à constituer une petite équipe marketing aussi et d'investir effectivement. Au début on faisait de la pub online et après on a levé un peu plus d'argent dans les années qui ont suivi et on a fait beaucoup de publicité à la télé. Ouais, je me rappelle, c'est vrai que moi j'ai le souvenir de voir beaucoup Attractive World passer à la télé. En 2012, on a fait de la pub à la télé 365 jours sur 365. Ah ouais, donc tous les jours il y avait au moins une pub de... Tous les jours il y avait une pub Attractive World pour célibataires exigeants, on n'a pas arrêté. C'était sur quelle chaîne que vous diffusiez? On l'a fait sur toutes les chaînes quasiment. Toutes les chaînes, on l'a fait sur Canal+, la plus grosse chaîne c'était Canal+, mais on a fait aussi beaucoup BFM, iTélé, on a fait M6, France 2, France 3, France 5, TF1, on sponsorisait énormément d'émissions. Donc ça a été vraiment votre plus gros levier, on va dire, d'acquisition? Ouais. Sur Attractive World, ça a été notre plus gros levier d'acquisition. Sur Shaper, on utilise des leviers différents pour nous faire connaître. Ok. Du coup, on va basculer, on va parler un peu justement de Shaper. Alors déjà, pourquoi à un moment, c'est quoi le truc? À un moment, tu te dis, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de vendre du coup Attractive World, je veux changer de projet. Comment ça s'est fait? En fait, comment ça s'est fait, c'est que la première réflexion, ça a été en 2013. En 2013, Attractive World continuait à grossir. Ouais. Et on était rentable. On dégageait déjà pas mal de bénéfices. Et je me suis dit, maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut lancer Attractive World dans d'autres pays, et notamment les États-Unis. Et là, j'ai eu une première vraie déception dans ma vie d'entrepreneur. J'ai pas réussi à trouver des investisseurs pour financer le développement d'Attractive World aux États-Unis parce que à l'époque, les fonds d'investissement français avaient extrêmement peur lorsqu'on leur proposait d'investir dans une entreprise qui voulait se développer aux États-Unis. Parce qu'ils disaient qu'il n'y avait aucune entreprise française qui était capable de réussir là-bas. Alors la mentalité des investisseurs a énormément changé. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais en tout cas, en 2013, c'était le cas. D'accord. Et les investisseurs américains, à l'époque, ne voulaient pas investir dans des boîtes françaises parce qu'ils nous disaient que le droit du travail était trop compliqué et qu'ils ne souhaitaient pas investir dans une boîte française. Et donc, on s'est retrouvés sans avoir la possibilité de financer notre développement aux États-Unis. On avait discuté aussi avec un certain nombre de groupes, de sites de rencontres. Finalement, on n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur une offre de rachat. D'accord. Et là, je me dis, j'ai pas envie de gérer Attractive World le quotidien sans avoir un projet avec une ambition plus forte, notamment à l'international. Et donc, j'en parle à nos principaux actionnaires. Je leur dis, voilà, je pense que je suis pas la bonne personne pour gérer le quotidien d'Attractive World. Moi, j'ai envie d'une nouvelle aventure avec beaucoup d'ambition. Et c'est là où j'ai l'idée de Shaper. Et donc, je recrute une nouvelle direction générale pour prendre les rênes d'Attractive World. Je fais la transition pendant l'année 2014. Et on lance Shaper début 2015 à New York. Ah, et directement à New York, du coup? Cette fois directement à New York parce qu'on s'est dit, avec Attractive World, on a eu la chance que ça marche hyper bien en France, que ça soit très rentable et que ça devienne un des 3 plus gros sites de rencontres en France. Par contre, on voit bien que entre le moment où on a développé en France et le moment où on veut le lancer à l'international, c'est devenu difficile de se lancer ailleurs. Donc on s'est dit, on va faire l'inverse avec Shaper. On commence directement aux États-Unis, on fait une grosse boîte là-bas,
et derrière, ça sera plus facile de basculer sur la France. Ouais, de revenir, d'accord. C'était l'idée de base. Après, il se trouve qu'en fait, aujourd'hui, Shaper, ça marche aussi très bien en France, mais qu'on a encore beaucoup de notre trafic et de nos utilisateurs qui sont aux États-Unis. Aujourd'hui, pour te donner quelques chiffres sur Shaper, on a dépassé le 1 million d'utilisateurs. D'accord. Et on a 60% de nos utilisateurs qui sont aux États-Unis et au Canada. Okay. Et on a quasiment 25% de nos utilisateurs en France. Donc on a quand même 250 000 personnes en France qui sont inscrites, ouais. Ce qui était assez inattendu à la base. Ok, ouais, donc ça se développe quand même très très bien, quoi. Ah, ça se développe extrêmement vite, hein. Pour rappel, hein, tu vois, Shaper, c'est une application, donc tu l'as dit, pour rencontrer des personnes inspirantes dans sa vie professionnelle. Alors j'ai une définition, mais qui va peut-être pas te plaire, tu vas me dire. Je vois ça un peu comme le Tinder de la rencontre professionnelle. Est-ce que ça te convient? Ouais, bah, écoute, en tout cas, c'est bien entendu, nous on le présente différemment, mais ouais, c'est vrai que c'est peut-être la façon la plus simple de le comprendre. C'est un peu le même concept de Tinder dans le sens où tous les jours, on te suggère une quinzaine de personnes basées sur tes centres d'intérêt professionnels, tes passions, ta localisation et tes expériences passées. Et tu vas swiper les profils à gauche ou à droite, donc là c'est comme Tinder. Si tu es intéressé par rencontrer quelqu'un, tu vas faire glisser sa carte à droite, ça s'appelle swiper à droite. Okay. Si tu n'es pas intéressé, tu swipes la carte à gauche, donc tu la fais glisser sur la gauche. Et en fait, cette action elle est anonyme, donc si je vois ta carte et que j'ai envie de te rencontrer, je vais te swiper à droite. Le lendemain, tu vas voir ma carte, tu vas pas savoir que je vais te rencontrer. Et si toi aussi tu as envie de me rencontrer et que tu me swipes à droite, là l'application nous fait matcher. Ça et crée le match. C'est uniquement à ce moment-là qu'on peut commencer à chatter pour organiser un Skype ou pour aller prendre un café. Voilà. Et donc l'intérêt, contrairement à des réseaux comme LinkedIn, c'est que tu n'es pas démarché par des commerciaux qui viennent t'envoyer des messages pour te vendre leurs produits, etc. Ah, c'est ça. Il faut qu'il y ait un intérêt mutuel des deux côtés pour commencer à discuter et se retrouver dans la vraie vie. Parce que pour nous, c'est ça la force de Shaper, c'est qu'en fait on utilise le digital et les algorithmes pour permettre aux gens de se rencontrer dans la vraie vie. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on pense qu'il y a trop de plateformes qui font en sorte que tu accumules les followers, tu accumules les connexions, etc. Mais que finalement, tu n'as plus d'interaction dans la vie réelle. Tout reste virtuel. Les êtres humains, et que le plus important, c'est de se rencontrer, c'est d'échanger, c'est de se parler. Et donc, on veut utiliser la force des algorithmes pour faire en sorte que les gens se rencontrent dans la vraie vie. Super, ouais, c'est vraiment une super idée, je trouve. D'ailleurs, j'invite tout le monde à télécharger l'application Shaper, donc qui est disponible, voilà, sur tous les. Elle est disponible sur iPhone et Android. Ok, voilà, donc téléchargez ça, c'est vraiment très intéressant. Je l'ai moi d'ailleurs d'installer sur mon smartphone et je vais l'utiliser d'ailleurs ici à Montréal. Et comme on disait tout à l'heure, enfin voilà, la puissance du réseau, un contact en fait peut tout changer dans notre vie. On peut rencontrer quelqu'un qui va nous dire, mais tiens, mais ton projet, tu pourrais faire comme ça parce que moi j'ai de l'expérience avec ça. Et c'est un truc des fois qui peut faire une différence juste énorme parce qu'on va rencontrer des gens qui ont des informations que nous on n'a pas et forcément en accumulant des informations de l'expérience d'autres personnes, ça permet de viser un peu plus juste, de faire des choix un petit peu plus justes également et de prendre des meilleures décisions. Exactement. Et surtout que tu sais, en fait, moi c'est ce que je me dis toujours, mais en fait les gens que tu rencontres te font gagner un temps incroyable. Voilà. Tu l'as dit, ouais. Nous, dès qu'on a besoin de trouver un bon prestataire, de trouver des investisseurs, d'échanger avec d'autres entrepreneurs, on utilise notre réseau et c'est eux qui nous conseillent le mieux, qui nous font les meilleures recommandations. Et quand tu es entrepreneur et que tu as quelqu'un qui te conseille le bon prestataire, le bon avocat, la bonne équipe de développement, qui t'aide à recruter parce qu'il te met en relation avec des super développeurs de talent, en fait ça change complètement les choses. Exactement. Et c'est la même chose pour tout. Tu vois, il y a une stat aux États-Unis, tu as 70% des jobs qui sont trouvés par le réseau. Donc c'est beaucoup plus puissant que n'importe quel site d'emploi dans lequel tu vas envoyer ton CV. Parce que quand tu connais quelqu'un et que cette personne te recommande en disant Anthony, moi je le connais, c'est un mec bien, tu devrais bosser avec lui, ça a une valeur extraordinaire. Ouais. Et c'est pareil pour trouver des investisseurs. Tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, nous on a levé plus de 20 millions au total entre Attractivore et Shaper. À chaque fois, ça s'est fait via des recommandations. Pourquoi ? Parce qu'un investisseur, au-delà du projet, il investit dans les humains qui dirigent ce projet. Dans l'humain, ouais, c'est ça. Et pour investir dans ces personnes-là, il a besoin de leur faire confiance, il a besoin d'être sûr qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi de leur argent. Ouais. Et donc, quand tu as quelqu'un
qui vient te voir et qui dit bah tiens, Ludovic, c'est un super entrepreneur, Shaper, c'est vraiment une application qui a énormément de potentiel, tu devrais vraiment le rencontrer, et si ça t'intéresse, bah, tu auras la possibilité d'investir, ça a une valeur hallucinante. Ouais, voilà. C'est énorme. Et donc, bah, Shaper, ça te permet de développer ton réseau pour avoir toutes ces opportunités, que ce soit parce que tu cherches un job, ou que tu sois entrepreneur, ou que tu veux lever des fonds, ou que tu veux recruter quelqu'un ou chercher un prestataire. À chaque fois, ton réseau va pouvoir t'aider à te donner les bonnes recommandations, les bons conseils. Ok, super. Et aujourd'hui, est-ce que tu travailles encore un peu avec Attractive ou t'as vendu vraiment le... Non, pas du tout. On a vendu 100% des parts d'Attractive World en septembre 2016 à un groupe allemand. Septembre 2016, ok. Voilà, qui détient 2 sites de rencontres, un qui s'appelle Elite Rencontre et l'autre qui s'appelle e-Darling. Et donc aujourd'hui, je suis plus du tout impliqué dans Attractive World. Je suis complètement focalisé sur le développement de Shaper. Et comme je t'ai dit, ça va assez vite. Hein, tu vois, pour te donner une idée, fin 2016, on avait 500 nouvelles personnes qui s'inscrivaient tous les jours. Fin 2017, on en avait un peu plus de 2000 par jour. Et aujourd'hui, on a entre 3500 et 4000 personnes qui s'inscrivent tous les jours sur Shaper. Voilà. Entre 3500 et 4000 par jour. Ok, d'accord. Oui, en effet. Ouais, Et c'est quelque chose que tu veux lancer après au niveau mondial? Vous voulez vous développer? Oui, bien sûr. Ouais. Il y a déjà beaucoup de boulot sur le marché américain, canadien, français et anglais, puisque pour l'instant, on est essentiellement présent dans ces 4 pays-là. Okay. Mais derrière, on va accélérer sur on l'espère, la plupart des pays du monde. Ok, alors au niveau de la monétisation de l'application, t'as quel business model à l'intérieur de Shaper? Bah écoute, on vient de démarrer justement. Pendant les premières années, on n'a pas fait de revenus parce qu'on voulait justement construire un produit qui était le plus efficace possible pour nos utilisateurs. Ok. Là, on a lancé un petit pack premium qu'on va faire évoluer au fur et à mesure, mais qui te permet de pouvoir te connecter avec plus de gens et de pouvoir changer ta géolocalisation. Tu vois, par exemple, là, tu es à Montréal. Si tu voyages la semaine prochaine à New York, et ben, tu vas pouvoir changer ta géolocalisation et rencontrer des gens, donc matcher avec des gens à New York sur Shaper avant d'arriver. Tu vois. D'accord. Donc, pour l'instant, les résultats sont encourageants. Maintenant, on a encore pas mal de travail à faire pour enrichir encore l'offre et faire en sorte que les revenus augmentent de manière exponentielle. Ok, et du coup les leviers d'acquisition que vous utilisez sur Shaper, vous n'avez pas fait de télé ici, c'est un peu différent? Non, on a fait une grosse campagne dans le métro de New York. D'accord, ok. Voilà, parce qu'on pensait que c'était bien, tu vois, de taper un grand coup sur la ville de New York qui est la ville peut-être, qui est la ville du networking, hein, parce que New York, si tu veux, c'est une ville dans laquelle tu as des millions et des millions de gens qui arrivent, qui repartent, qui font du business, qui échangent, etc. et tout. C'est extrêmement hétéroclite et c'est la première ville de Shaper, donc on s'est dit bah c'est là qu'il faut commencer à communiquer. Après, on fait aussi pas mal de pubs online. Voilà, on investit un petit peu sur Facebook, Instagram, Twitter. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a de plus en plus de bouche à oreille et de plus en plus d'articles dans la presse. On a notamment une Wall Street Journal, tu vois, qui a fait 3/4 de page sur Shaper l'année dernière. Ah, d'accord. Donc voilà, donc c'est plutôt cool parce que ça nous permet de grossir sans dépenser non plus des dizaines de millions d'euros en marketing. Ouais, c'est ça. Et les débuts, comment ça s'est passé, ça a tout de suite pris ou il y a eu des complications? Est-ce que tu étais content? Comme toutes les startups, le début c'est galère, quoi. Ouais. C'est ce que j'ai compris, c'est que ça soit le démarrage d'Attractive World ou le démarrage de Shaper, à chaque fois j'ai eu des galères pour d'autres raisons. Sur Attractive World, j'avais pas d'argent, j'avais pas de réseau, j'avais pas de directeur technique, donc j'ai fait toutes les erreurs que j'ai pu évoquer un peu plus tôt dans notre interview. Sur Shaper, en fait, au début, on a construit un produit trop compliqué et en fait, les gens comprenaient pas, c'était mal pensé et donc en fait, on a lancé Shaper en début 2015 et on a eu un petit pic d'inscrits et après, boum, il n'y avait plus d'inscrits et les gens se reconnectaient pas sur l'application. Donc pour moi, je l'ai hyper mal vécu. Voilà, mon ego, on a pris vraiment pour son grade. Ouais. Mais on s'est relevé, on est reparti à la base, hein, on est reparti dans la cave. Donc on s'est remis un peu en mode guerrier, on est allé voir
nos utilisateurs, on leur a demandé pourquoi la première version n'avait pas marché, Okay. et surtout qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer leur expérience et les aider à se connecter plus facilement avec d'autres personnes dans leur vie professionnelle. Et donc c'est comme ça qu'on a reconstruit la nouvelle version de Shaper qu'on a lancée début 2016, et c'est là qu'on a eu des super résultats, hyper encourageants, et donc ça nous a permis de relever des fonds et d'accélérer pour atteindre le million d'utilisateurs qu'on a atteint récemment. Ok, super. Quelles sont une question qui me vient en tête là, quelles sont les plus grosses erreurs un peu entre guillemets que tu as pu faire voilà, depuis 2007, donc quand tu as commencé, depuis plus de 10 ans maintenant, que tu pourrais partager, que les gens potentiellement seraient susceptibles de faire justement quand ils lancent un projet entrepreneurial? Alors je vais essayer de résumer parce que j'en ai quand même fait un certain moment. Ouais. Mais, je pense que la première erreur en fait c'est de pas s'entourer au démarrage d'une aventure entrepreneuriale. Donc je pense qu'il faut bien prendre le temps pour comprendre sur quelles expertises repose le business. Voilà. Typiquement sur Attractive World, les deux expertises, c'était une expertise technique et une expertise marketing. D'accord. Donc il faut trouver des associés avant de se lancer qui sont des experts techniques et des experts marketing pour augmenter énormément les chances que le projet marche et surtout gagner beaucoup de temps. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas fait sur Attractive World. Après, une deuxième erreur, c'est de vouloir faire des produits trop compliqués. Généralement, on se dit toujours, voilà, je vais faire plein de fonctionnalités, comme ça les gens vont adorer, et ils vont pouvoir faire ci et ça, etc. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, et surtout dans un monde dans lequel les gens ont de moins en moins de temps et nous accordent de moins en moins d'attention, il faut des produits extrêmement simples, qui doivent être compris par un enfant de 5 ans. Et donc, plus on ajoute des fonctionnalités, plus ça demande du temps de développement, et moins les gens comprennent. Donc, t'es perdant sur toute la ligne, en fait. Et ça puis coûte beaucoup plus d'argent à développer, et en plus de ça, les gens comprennent pas. Et puis chaque fonctionnalité, en plus comme tu dis, c'est toujours basé sur une hypothèse. J'émets l'hypothèse que ça va plaire, mais j'ai aucune donnée en fait pour le vérifier. Exactement. Ouais. Donc il vaut mieux faire par itération, commencer avec un produit le plus simple possible, s'assurer que le produit répond à un besoin, et derrière, grâce au feedback des utilisateurs, rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure qui ont vraiment du sens. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième conseil, c'est vraiment faire le produit le plus simple possible. Le troisième conseil, toujours sur les développements produits, c'est de ne pas hésiter à parler des idées. Voilà. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont peur qu'on pique leur idée, Exact. et qui finalement n'en parlent pas, développent le produit dans leur coin, et ils le lancent et ils se rendent compte qu'en fait, ça ne répond pas à un besoin. Que finalement, les gens n'ont pas besoin de leur produit. Alors que si tu partages ton idée avant de faire des développements, les gens vont pouvoir te dire, non mais attends, mais moi ça j'en ai rien à foutre entre guillemets, ça m'intéresse énormément, ou ça c'est bien mais tu devrais le faire plutôt comme ça ou comme ça, et donc c'est une richesse incroyable, et cette information là il vaut mieux l'avoir avant de dépenser du temps et de l'argent dans les développements informatiques plutôt qu'après. Voilà. Donc ne pas hésiter à partager son idée, le risque quand on vous la pique est extrêmement faible, par contre le risque de développer des fonctionnalités ou développer un produit qui n'a pas d'intérêt pour les utilisateurs finaux est lui très important. Donc ça pour moi c'est le troisième conseil. Et le quatrième conseil qui pour moi est un conseil extrêmement important en termes de vision de la vie, c'est d'essayer de développer un projet qui correspond à sa propre vision et ses propres valeurs. Voilà. D'accord. Parce que c'est compliqué de lancer un business. Voilà. Si tu veux gagner de l'argent, ne lance pas ta start-up. Si tu veux gagner de l'argent, bosse dans la finance, tu auras un bon salaire, tu auras des bons bonus et tu prendras beaucoup moins de risques. Lancer une start-up, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on est hyper heureux, il y a des moments où on perd complètement confiance. On doit gérer des galères en permanence, que ce soit pour recruter les bons talents, pour faire en sorte qu'ils restent dans l'entreprise, pour trouver des fonds, pour s'assurer que le produit fonctionne bien, que les concurrents n'arrivent pas. Il y a plein de trucs à gérer. Ouais. Et donc, toutes ces galères-là, tu les vis beaucoup mieux quand tu te dis, je me lève le matin parce que j'ai l'impression de faire un truc qui correspond à ma vision de la vie, qui correspond à mes valeurs, qui a un vrai impact positif sur le monde ou sur la société. Parce qu'au final, tu te dis, bon ça marche, c'est génial, ça marche pas, j'aurais pas perdu mon temps parce que j'ai fait quelque chose auquel je croyais vraiment. Si c'est ça. Tu lances ta startup en disant, voilà, je vais faire plein de pognon et je vais faire plein de pognon en 3 ans,
non seulement quand tu vis ces galères-là, tu les vis de manière beaucoup moins positive que si tu as un projet qui te tient vraiment à cœur. Et en plus de ça, si ça marche pas, tu te prends une énorme claque et tu as l'impression que c'est toi qui es nul. Alors que souvent, tu peux rater parce qu'il y a plein de facteurs exogènes que tu maîtrises pas qui font que ton projet va pas marcher, alors que si tu l'avais lancé 3 ans plus tard, peut-être qu'il aurait réussi. Et c'est pas parce que tu es bon que tu es mauvais. Tout simplement qu'il y a d'autres facteurs que tu maîtrises pas dans la vie. Et donc, je pense que quand tu arrives à trouver un projet dans lequel tu es complètement aligné en tant que personne, en fait, tu es capable de passer toutes ces galères, tous ces challenges et d'arriver à tes objectifs. Ouais, tout à fait, comme tu dis. Et si c'est pas le cas, tu te dis c'est pas grave, au moins j'ai fait un truc auquel je croyais et je ferai autre chose. Qui me passionne, et de toute manière, cette expérience, toujours pareil, nous permet de récolter de l'information pour faire mieux après, quoi. Mais de toute façon, entreprendre, c'est incroyable pour cette raison-là, en fait. Ouais, c'est ça. C'est incroyable parce que c'est une aventure humaine exceptionnelle et que tu apprends beaucoup plus que dans la plupart des jobs que tu pourrais trouver dans ta vie. Ouais, parce que tu fais tout quand tu entreprends, tu vois. On l'a dit, mais tu lèves des fonds, tu recrutes, tu manages, tu parles à des journalistes, tu fais tellement de choses, tu penses aux produits, tu réfléchis à l'expérience utilisateur. C'est mieux que n'importe quelle étude, c'est mieux que n'importe quel job parce que tu apprends tellement qu'en fait tu ne peux être que gagnant en sortant d'une expérience entrepreneuriale. Tu ne peux que gagnant, tu ne seras que meilleur. Alors on parlait tout à l'heure, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est intéressant le fait de justement tester l'idée. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des plateformes comme par exemple Facebook ou AdWords qui permettent de, moi j'ai déjà utilisé ça plusieurs fois, de vendre l'idée entre guillemets avant même qu'elle soit construite. C'est-à-dire je lance une campagne de pub avec une page de capture où je dis voilà tel projet, tel truc, où je vais mettre ça en place. Je cible les bonnes personnes et je regarde un peu comment ça répond avant même d'entamer le développement de quoi que ce soit. Je sais pas si vous avez déjà utilisé ce genre de stratégie, mais c'est aujourd'hui des chances qu'on a à disposition qui n'existaient pas forcément avant et qui permettent justement de s'adresser à la bonne personne et de regarder un peu comment il pourrait réagir et les retours qu'on pourrait avoir. Ouais, mais c'est une super méthode. C'est une super méthode. C'est vrai qu'aujourd'hui, avant de développer tout le produit, de faire juste une page web en disant voilà ce qu'on a envie de développer, si ça t'intéresse, laisse-nous ton email. Ouais. Tu regardes comment la liste d'attente grossit, et ça te donne déjà une bonne indication de l'intérêt pour ton produit ou pas. C'est clair. Bon, est-ce que le chiffre de vente de Attractive World, c'est quelque chose qui est sorti de public ou c'est quelque chose qui est resté privé? On n'a pas le droit de communiquer dessus. Notamment, le groupe auquel on l'a vendu nous a mis des clauses de confidentialité importantes là-dessus. Ok. On ne peut pas communiquer dessus. Ok, ouais, je sais que ça a été pas mal du tout. Après, entre guillemets, copier. Enfin, c'est pas copier, de toute façon, on s'inspire tous de quelque chose. Mais il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sortent. Il y a une application Inner Cycle qui sort d'ailleurs, qui se lance, qui est un peu dans le même esprit que un peu sur le même positionnement, effectivement. Exactement, ouais. Tu sais que je te donne comme une anecdote. Mon père, dont j'étais pas en plus hyper proche quand j'étais petit, parce que mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans, a rencontré sa fiancée sur Attractive World. D'accord, ok. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que il m'a dit que, bien entendu, il savait que j'avais créé Attractive World, mais même quand il est devenu célibataire, il s'y était pas inscrit naturellement. Et à un moment, il voit une pub à la télé, et là, il se dit tiens, je vais m'inscrire. Et il s'inscrit, et il rencontre cette femme avec qui aujourd'hui il est en relation depuis plus de 3 ans. D'accord. Voire même 4 ans, je crois. Okay. Et c'est drôle parce que, alors, c'est pas uniquement grâce à ça, mais ça nous a vachement rapprochés. D'accord. Depuis, je suis beaucoup plus proche de mon père, tout simplement parce que je pense qu'il a compris pourquoi je mettais autant d'énergie, que j'étais prêt à passer autant de temps pour le développement d'Attractive World et aujourd'hui de Shaper, ouais. Et que c'est devenu beaucoup plus concret pour lui. Alors qu'avant il comprenait pas en fait, il voyait que j'avais peu de temps, mais il avait plutôt l'impression que c'est parce que j'avais moins envie de le voir. Ouais. Alors que le fait de se rendre compte que finalement développer une start-up c'est un vrai boulot, ça demande énormément d'énergie, c'est beaucoup de pression, beaucoup de stress, et tout d'un coup on a réussi à mieux communiquer. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, tu vois. Ok, super. Donc l'entrepreneuriat peut aussi aider ouais. à faire en sorte que ça aille mieux dans la vie personnelle aussi. Et ce qui est bon aussi dans tes 2 projets, je trouve, c'est que il y a toujours de par Attractive ou par Shaper, ce qui est bien, c'est de ta création, de ce que toi tu as créé, tu permets énormément de choses. C'est-à-dire que tu permets aujourd'hui, il y a plein de familles qui se sont créées
grâce à toi au final, grâce à l'idée qui a germé dans ta tête. Il y a plein de gens qui font du business ensemble. C'est sûr que c'est un plaisir incroyable. Hein. Même parfois encore, je recroise encore des gens qui me disent, bah écoute, je voulais te dire que sur Attractivore, j'avais rencontré ma femme, aujourd'hui on a des enfants, etc. Ouais. On avait plus d'un mariage par jour, hein, sur Attractivore. Chez Shaper, c'est pareil. On a tous les jours des dizaines de gens qui nous disent qu'ils font des rencontres qui changent vraiment leur vie sur Shaper, des gens qui lancent leur boîte parce qu'ils ont rencontré quelqu'un sur Shaper, d'autres qui ont trouvé leur job, d'autres qui trouvent des investisseurs. C'est super, c'est vrai que c'est gratifiant et on se dit qu'on se lève le matin pour quelque chose en fait. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, enfin, c'est ce que je dis souvent, moi, quand on est vraiment là pour apporter de la valeur, de la réelle valeur, pas seulement pour l'argent comme tu le disais, mais apporter de la valeur aux autres. Ben, je crois qu'il y a un juste retour des choses dans ce monde et voilà, on se fait aussi aider, il se passe aussi de belles choses généralement, parce que notre but premier est d'apporter aussi de belles choses à d'autres personnes. Ouais, mais alors, moi je crois énormément à tout ça, tu vois, je crois vraiment, on est interconnectés, je crois aux ondes. Et je pense que quand tu es bienveillant, quand tu fais les choses avec sincérité, ça revient d'une manière ou d'une autre et c'est la beauté de la vie en fait. Hein. C'est justement d'essayer de faire le bien sans rien attendre en retour et naturellement les choses reviennent et font que finalement tu réussis encore mieux. Ouais, tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu as pu communiquer. Dernier petit point quand même que je voulais aborder parce que c'est un peu mon domaine. Est-ce que tu as... moi je parle beaucoup de l'importance de la psychologie et que dans un projet au final pour moi c'est le plus important. C'est ce qui fait, on en parlait tout à l'heure, que ok je continue, je persévère même si c'est un peu compliqué ou j'abandonne. Est-ce que tu t'es intéressé depuis tes débuts à tout ce qui touche au développement personnel ou à la psychologie moi j'adore ça. Moi, il y a un bouquin que j'ai lu quand j'avais 22 ans qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Ah, de Eckhart Tolle. Ah, j'adore. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que moi j'étais très introverti et notamment j'avais pas mal de peur de parler en public. Ok. Et c'est ce qui m'a donné envie de lire ce livre parce que je me suis dit à un moment, attends, pourquoi est-ce que tu dors pas pendant 15 jours quand tu sais que tu as une présentation en public à faire? À l'époque, j'étais dans le fonds d'investissement. Ouais, ça m'est arrivé. C'est complètement con parce que, enfin, tu vois, la présentation elle est dans 15 jours, mais aujourd'hui tout va bien. Ouais. Concentre-toi sur aujourd'hui et comme ça, tu n'auras pas de stress. Et donc, j'ai acheté ce bouquin-là en disant, il y a peut-être des lectures là-dessus. Et effectivement, c'est un bouquin qui t'explique que finalement, tu es beaucoup plus heureux dans le présent que dans le passé ou dans le futur. Ouais. Et que en fait, si on fait l'effort de se concentrer sur chaque moment de la vie, non seulement on a une vie beaucoup plus épanouie, ça nous permet de réduire notre niveau de stress, ça nous permet de nous ouvrir beaucoup plus sur les choses qui nous entourent et notamment sur les personnes qui nous entourent. Et donc, maintenant, je fais à peu près une dizaine de minutes de méditation tous les jours. Okay. Et j'en fais même un peu plus quand je suis très stressé et que j'ai plein de trucs à gérer parce qu'en fait, je me rends compte que plus je médite le matin, plus j'arrive à être productif et à prendre les bonnes décisions sereinement suite à cette méditation. Dans ta journée, donc, ouais. Voilà, donc c'est une routine matinale qui m'importe beaucoup. Ok, super. Ouais, tu dois connaître un peu le Miracle Morning aussi, je pense. Ouais. Super, exactement. Excellent conseil, super. Bah écoute, franchement, merci beaucoup. Tout ce que tu as partagé, c'est vraiment super. Ça va plaire, intéresser beaucoup de personnes. Je vous invite tous, donc comme je vous disais, à télécharger l'application Shaper. Comme je dis, c'est excellent pour vous créer des contacts. Comme d'habitude, mettez un énorme pouce et n'hésitez pas à partager justement cette interview, cette vidéo à toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, toutes les personnes qui sont intéressées, qui ont déjà lancé des projets ou qui sont intéressées pour en lancer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup, Ludovic? 2 millions, 5 millions, 10 millions d'utilisateurs pour Shaper? 100 millions? 1 milliard. Milliards, pourquoi pas? Donc voilà, non, écoute, en tout cas, on peut me souhaiter tout simplement de pouvoir continuer à développer ce projet qui a une vraie passion pour moi et d'essayer de faire en sorte de promouvoir cet état d'esprit et ce style de vie qui est de rencontrer des gens régulièrement. Et en tout cas à tous, essayez, rencontrez une personne par semaine, prenez une petite heure, vous allez voir que ça va changer votre vie. Moi c'est ce que j'ai toujours fait et je pense que c'est ce qui m'a rendu le plus heureux jusqu'à présent dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie en général. Et donc on a vraiment
envie de faire en sorte que tout le monde le fasse. On pense que ça créera une société beaucoup plus humaine, beaucoup plus ouverte sur les autres, beaucoup plus bienveillante. Et c'est pour ces valeurs qu'on se bat. Super, bah merci Ludovic. Bah, c'est moi qui te remercie. Merci à tous pour votre écoute. N'oublie pas également de t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Quant à moi, je te dis très certainement à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.